Dans cette première vidéo consacrée au château de Milan, le Castello Sforza, je me propose d'en décrire l'origine en me servant des deux cartes les plus anciennes de cette cité, incluses dans des ouvrages de géographie parus dans les années 1470. L'une est une miniature de la géographie de Ptolémée, conservée à la Bibliothèque nationale de France. L'autre est une carte incluse dans la cosmographie de Ptolémée et conservée à la Bibliothèque Vaticane. En fin de vidéo, je tenterai de donner une fourchette de datation à propos de ces deux documents qui sont en effet largement antérieurs à la date de leur parution effective. La première caractéristique commune à ces deux cartes est la forme circulaire du rempart qui entoure la cité. Cette forme pourrait évoquer le plan de la ville idéale voulu par les humanistes de la Renaissance. En fait, elle correspond à la réalité, comme en témoigne une carte du début du XXe siècle, où la forme circulaire apparaît encore nettement. Le rempart fut érigé en deux étapes par la cité de Milan, afin de se protéger des incursions en Italie de l'empereur du Saint-Empire romain germanique de l'époque, Frédéric Barberousse. Celui-ci avait en effet l'ambition de rétablir l'Empire romain dans son universalité et pour cela de dominer l'Italie en soumettant les villes à l'obéissance et en imposant le paiement d'un tribut. À cette époque, l'antique rempart romain avait été en grande partie démoli et il ne pouvait protéger la cité. Milan décida donc en 1156 de reconstruire un nouveau rempart, incluant en particulier les basiliques qui s'étaient développées hors des murs tout autour de la muraille romaine. Cette première construction comportait un fossé, une levée de terre correspondant à la terre retirée des fossés et une palissade de bois. Cependant, en 1162, lors d'une nouvelle descente en Italie, Frédéric Barberousse décida d'assiéger Milan pour contraindre la cité à l'obéissance. La ville dut se rendre et se soumettre. Une fois l'empereur parti, le rempart fut reconstruit en pierre. C'est ce rempart que montrent les deux plans présentés dans cette vidéo. L'enceinte comportait 8 portes. Elle se compose d'une tour dominant la porte proprement dite, d'une barbacane carrée ou circulaire donnant sur l'extérieur. Sur les deux plans ont été dessinés des traits bruns qui correspondent à des canaux en eau. Ces canaux existent dès l'époque romaine. Une telle particularité s'explique par le fait que Milan est une des rares cités qui ne soit pas établie au bord d'un fleuve. En conséquence, les Romains avaient décidé de canaliser les rivières descendant des Alpes et se dirigeant vers le Pô, à la fois pour entourer les remparts de fossés en eau, mais aussi pour la circulation des hommes et des marchandises. Lorsque, au XIIe siècle, Milan crée le nouveau rempart circulaire, il réutilisera les canaux antiques pour les raccorder aux nouveaux fossés. Les anciens fossés romains furent néanmoins partiellement conservés en tant que canaux de circulation pour la navigation à l'intérieur de la cité. On retrouve leur cours sur le plan de la Bibliothèque Vaticane pour au moins deux d'entre eux, le Nirone et le Seveso. Les deux plans du XVe siècle
mentionne un grand nombre d'églises et de couvents. La plus importante est bien entendu la cathédrale Sainte-Marie-Majeure. Près de la cathédrale était situé le palais de l'archevêque. Un hôpital est également mentionné, non loin de la Porta Romana. Près de la cathédrale est situé un édifice pourvu d'une haute tour. Là se trouve le siège du gouvernement de la ville, appelé Broletto. Milan, tout comme les autres villes lombardes, avait reçu en 1183 de l'empereur Frédéric Barberousse le droit de se diriger elle-même et d'élire ses gouvernants. Comme le montrent les gravures de Giovanni Cercambi, très vite, dans Milan, comme dans la quasi-totalité des cités italiennes, une instabilité chronique s'installa avec des heurts continuels entre les différentes factions qui composaient la société. Les nobles et les propriétaires terriens s'opposaient aux popolano, des commerçants et des artisans, pour le contrôle du gouvernement. Les guelfes, partisans du pape, s'opposaient aux gibelins qui soutenaient l'empereur. Cette instabilité dégénérait souvent en guerre ouverte. D'autres guerres se produisaient aussi entre cités, chacune aspirant à se créer un contado, un arrière-pays le plus étendu possible, et de vassaliser les cités voisines. Cet état de trouble permanent ne pouvant plus durer, la quasi-totalité des villes italiennes se dotèrent de nouveaux pouvoirs disposant d'une autorité discrétionnaire et firent appel à des hommes qui auraient assez d'énergie pour rétablir l'ordre. Ainsi, à Milan, le popolano créa la fonction de capitaine du peuple, puis de seigneur de Milan. Le premier seigneur de Milan fut Martin della Torre, élu à ce poste en 1256. Cependant, se dressa contre lui un autre pouvoir en la personne d'Othon Visconti, nommé archevêque de Milan par le pape en 1262. Martin della Torre refusa en effet à Othon l'entrée à Milan sous le prétexte que son élection n'était pas canonique. Le conflit entre les Torriani et les Visconti aboutit à une véritable bataille qui vit la victoire de l'archevêque. Celui-ci put faire son entrée solennelle à Milan et s'emparer du pouvoir. En 1291, Othon fit élire son petit-neveu Matteo, seigneur de Milan. Matteo fut également nommé vicaire impérial après qu'il se soit rallié à l'empereur, ce qui lui valut d'ailleurs d'être excommunié par le pape. Matteo s'installa dans le Broletto, dont il fit sa résidence et réussit à gouverner Milan en dépit des nombreuses tentatives de coup d'État ou de révolte. Désormais, les descendants de Matteo se maintinrent au pouvoir jusque 1447, devenant même en 1395 duc de Milan, en échange d'une forte somme versée à l'empereur Venceslas. En ce qui concerne mon propos relatif à la création du Castello, je m'intéresserai seulement à 3 d'entre eux que j'ai encadrés sur l'arbre généalogique présenté: Galeazzo II, Bernabo et Gian Galeazzo. Le dernier fils encore vivant de Matteo, Giovanni, archevêque de Milan, avait nommé pour lui succéder ses 3 neveux en tant que co-seigneurs de Milan.
Après la mort de Matteo II, la mésentente s'installa entre Bernabo et Galeazzo II. Ce dernier ne voulut pas s'installer au Broletto, par peur de son frère, qui avait construit sa demeure près de la Porte Romana, où il pouvait se réfugier en cas de révolte. En effet, au fil du temps, la Porta Romana était devenue un véritable château fort. Afin de parer toute attaque émanant de son frère, Galeazzo II décida de construire un château en avant de la Porta Giovia, appelée Castello di Porta Giovia. Cette fortification était établie du côté de la ville et était entourée d'une enceinte carrée précédée d'un fossé en eau. Face à la cité, Galeazzo II fit construire une porte centrale pourvue d'un pont-levis. De part et d'autre, 2 tours rectangulaires de coin ont été érigées. Galeazzo II, cependant, n'habita pas ce château, qui resta uniquement à vocation militaire. Il préféra en effet s'installer à Pavie. Son fils, Gian Galeazzo, après avoir vaincu et fait tuer son oncle Bernardo, fit construire en 1392 une extension côté campagne du Castello di Porta Giovia pour héberger une garnison. Cette extension comporte aussi une tour-porte vers l'extérieur, ainsi que 2 tours d'angle carrées. Ainsi, c'est dans les dernières années du XIVe siècle qu'apparaît le Castello de Milan. Ce premier château est alors à vocation purement militaire. Dans l'esprit des ducs Visconti, il avait pour but de se prémunir contre toute attaque, qu'elle vienne de membres de sa famille ou des factions milanaises excédées par l'autoritarisme qui régnait dans la cité. Il me reste à déterminer une datation des 2 cartes qui m'ont servi de base à cette vidéo. Selon moi, ils datent de l'époque de Gian Galeazzo. Elles sont en effet postérieures à 1395, car la carte de la Bibliothèque Vaticane mentionne la Curia Duci, la cour du duc, pour localiser le Broletto. Par contre, elles sont antérieures à la fin du XIVe siècle, du fait de la présence encore intacte de l'église Santa Maria Maggiore. Or, en 1398, Gian Galeazzo décida de sa démolition afin de construire une nouvelle église plus en concordance avec la richesse de la ville.